On a des échanges hyper intéressants. Donc ça, aujourd'hui, en France, est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'une salle de cinéma avec débat pour parler avec des gens qu'on ne connaît pas et échanger? Moi, j'adore ces moments-là, quoi. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, c'est donc Karine May, co-réalisatrice de La Cour des Miracles, qui est en notre compagnie dans The Cinema Show. Bonjour Karine May, comment vous allez aujourd'hui ? Bonjour, ça va pas mal, ça va pas mal. Ouais, vous avez déjà des premiers retours, des premiers chiffres sur La Cour des Miracles ? Ouais, les chiffres, c'est compliqué parce que on sort avec 20 films, dont la Palme d'Or, voilà. Donc, c'est un peu chaud, la sortie. Le marché, c'est chaud, mais on le savait, hein. Donc, après, nous, on continue à l'accompagner. On fait pas mal de débats et tout. Donc, ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Et après, toute la promo a été super aussi. Donc, voilà, après, il y a le film et à côté, il y a le marché. C'est deux choses... j'ai appris que c'était assez différent. C'est pas facile de faire sa place. Bah ouais, d'ailleurs, ça fait maintenant quelques années que vous essayez de vous faire votre place avec Hakim Zouhani. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous résumer ces 10 dernières années là, de Rue des Cités en 2011 à La Cour des Miracles cette année ? Alors ouais, 2011, du coup, on décide de faire un film. Moi, je suis instit à l'époque et Hakim est animateur socioculturel dans la vidéo. On se met à faire un long métrage autoproduit, mais de façon complètement inconsciente, c'est-à-dire on ne sait pas du tout la suite et on s'en fout. Donc on le fait avec beaucoup de potes, de gens qui nous soutiennent, de techniciens qui acceptent de participer à l'aventure. Et on est à l'Acide à Cannes en 2011. Donc ça a été une vitrine très importante pour nous. Parce qu'ensuite, on a repris le chemin classique et on a fait beaucoup de courts-métrages très bien financés, surtout par Canal+. Ouais. Donc, ça nous a permis de tourner beaucoup et de réaliser régulièrement, ce qui n'est pas toujours facile. Et voilà, et là, c'est notre premier long-métrage produit par Haut-et-Court et distribué aussi par Haut-et-Court. Et donc, on a tourné l'été dernier. Et voilà, on était à Cannes l'été dernier et il est sorti en salle le 28 septembre. Bah, et il est né comment ce projet du coup, La Cour des Miracles ? J'imagine que ça s'est basé un petit peu sur vous du coup si vous étiez instit. Ouais, pas mal. Du coup, on avait une matière, parce que j'ai démissionné depuis, mais on avait une matière intéressante. Hakim a toujours travaillé avec des ados, des jeunes adultes. Donc, on avait vraiment envie de parler d'une brochette d'instit, mais de façon un peu nouvelle, avec humour et en restant vraiment focus sur ces hommes et femmes de 2022. Certains ont la vocation, d'autres pas, et on avait envie de créer un groupe, un collectif. Et comment ça se passe l'écriture à deux du coup avec Hakim ? Bon, ça se passe pas mal, on fait beaucoup de ping-pong, on écrit parfois à deux sur les grandes trames et puis après chacun va de son côté développer un peu les scènes et puis après on se renvoie les textes sans cesse en fait. D'accord. Et alors donc à travers l'exemple d'une école, là, La Cour des Miracles, ça traite vraiment de pas mal de sujets, notamment le rapport de classe, la gentrification, et ça joue sur la comédie aussi en même temps. Comment on travaille la tonalité d'un film comme ça pour pas que celui-ci parte trop dans une direction ou Ouais, bien sûr. C'était long. Ce qui nous a posé plus de difficultés à l'écriture, c'est le fait que ce soit un film choral et qu'il y ait vraiment plusieurs personnages qu'il ne faut jamais perdre de vue. Ça, c'était le plus compliqué. Après, sur les problématiques, nous, le ton un peu doux amer qu'on veut drôle et en même temps traiter de sujets importants, on l'a toujours fait. Et je pense qu'on ne peut pas faire autrement, en fait. C'est-à-dire qu'on a envie qu'il y ait des boutades, qu'il y ait des chambres, des vannes, etc. Et qu'en même temps, on parle de choses hyper importantes. Mais après, nous, notre modèle, c'est les comédies italiennes et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire une comédie en traitant des sujets de société parfois graves. Et je pense que c'est pas indissociable. Là, vous parlez un petit peu de référence. Effectivement, est-ce que vous en avez eu sur le film ? Moi, j'ai aussi pensé beaucoup au cinéma de Michel Leclerc en le voyant. Ouais, un petit peu. Après, moi, je m'inscris plus à Hakim aussi, avec toute humilité. Les comédies italiennes, c'est vraiment notre phare. Et sinon, Nakache et Toledano, pour moi, c'est ceux qui savent vraiment très bien le faire. Et ils ont pris des sujets parfois hyper casse-gueule et à chaque fois, ils arrivent à en retirer beaucoup d'humanité et de l'humour aussi. Et je pense que on peut rire et réfléchir en même temps. Eux aussi, d'ailleurs, s'inspirent beaucoup de la comédie italienne. Donc, c'est pas finalement si étonnant. Vous filmez aussi pas mal les constructions autour d'Aubervilliers. J'ai l'impression que ces plans ils servent de respiration en film, mais aussi comme un marqueur du temps qui passe. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ces plans-là ?
Ouais, bien sûr, bah, c'est exactement ça. C'est le temps qui passe, c'est cette fameuse résidence bobo qui se construit et qui inquiète nos personnages. On a tenu à maintenir ce fil en se disant, mais est-ce que c'est un fantasme? Est-ce qu'ils sont parano? Ou est-ce que vraiment à côté, il va y avoir un oasis bobo? Et on voulait vraiment amener ça petit à petit. Et bah, nous, on habite en région parisienne. Enfin, les chantiers, c'est. Après, j'imagine que dans plein de grandes villes, Montpellier est aussi concerné. Mmh. Il y a des chantiers partout parce que les gens arrivent. Vous avez aussi plein de Parisiens qui arrivent chaque année, donc il faut les mettre. J'en faisais partie à une époque. Et bah ouais, mais du coup, je pense que c'est un vrai, c'est une problématique française en tout cas, et c'est plein de bâtiments qui se construisent partout. Et nous, on a décidé de se mettre du côté du point de vue des gens qui sont là depuis plusieurs années et qui voient arriver ces nouveaux habitants. Et qui s'inquiètent parce que est-ce que les enfants iront avec leurs enfants dans les mêmes écoles? Est-ce que ça va être vraiment un vivre ensemble? C'est toutes ces questions-là qui nous passionnent parce qu'on a grandi à Aubervilliers et c'est une ville qui est prise en étau entre toutes les villes qui gentrifient, entre toute la misère qui s'accumule. Enfin, c'est un sujet qui nous touche beaucoup. Oui, il y a le personnage à Amer qui parle des petits blonds. Est-ce qu'il y en aura? Ça fait écho, par exemple, à ce qu'on avait eu d'ailleurs ici à Montpellier avec une mère de famille qui disait je connais pas mon enfant, il savait pas que Pierre c'était un prénom. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est génial, mais ça c'était à la cité du Petit Bar. Ouais. Et c'est vers chez vous, ça? Ah bah ça, c'est clairement vers chez nous, ouais. Et ouais, mais nous, on s'en est clairement inspiré. C'est-à-dire qu'il y avait une photo avec beaucoup de mères maghrébines voilées, ou d'origine maghrébine, je sais pas, et elles avaient des panneaux « On veut des blonds ». Et ça, mais ça, en fait, pour nous, c'était hyper important de parler de ça, en fait, parce qu'on est rarement de ce point de vue-là. On parle beaucoup de repli communautaire et tout, mais on dit pas... En fait, il y a plein de gens d'origine étrangère qui disent « On veut des blonds, on veut des blancs ». Parce qu'on veut des blancs, il y a quoi derrière? Il y a... on a le droit de se mélanger avec la France et avec des classes sociales différentes de nous, quoi. Donc, c'était un point de vue qui était hyper important pour nous. On le sent bien dans ce que vous dites là, et même ça, dès votre premier film, il y avait aussi une frontière entre la fiction et le documentaire. Est-ce qu'avec avec la Cour des Miracles, on est clairement dans la fiction, mais vous faites quand même acte de témoignage en montrant l'évolution d'Aubervilliers. Vous vous situez où par rapport à ça? Pour vous, c'est important quand même de laisser cette marque de documentaire? Bah après, c'est une fiction, hein. Clairement, la Cour des Miracles, là, c'était pas du tout le côté ovni de Rue des Cités où il y avait clairement des gens face caméra qui témoignaient. Et là, la Cour des Miracles, on est dans une fiction. Après, nous, on a besoin de documenter et d'être au taquet sur toutes ces questions-là parce que on s'inscrit dans un réalisme, en fait. On essaie de faire une œuvre réaliste. Et à partir de ce moment-là, nous, on veut être... c'est-à-dire, il n'y a rien de... Tout est vrai, en fait. Tout a été inspiré par des faits réels. Enfin, Pôle emploi, l'éducation nationale, maintenant on en parle depuis septembre, mais en Seine-Saint-Denis, c'est valable depuis 3-4 ans. Donc, on n'a rien inventé. Et je pense qu'à partir du moment où on veut faire un film réaliste, faut être honnête aussi avec ce qu'on fait. Et faut pas être tiède, faut pas être entre les deux. Si c'est réaliste, il faut que ce soit documenté, selon moi. Sinon, c'est malhonnête. Ou alors, on va dans une fable poétique et on se permet ce qu'on veut, et c'est super aussi. Antoine. Est-ce que ce réalisme aussi influe sur le choix du casting? On voit qu'il y a un ancien rappeur, Anaïd Rosam aussi, qui faisait plus des vidéos sur Internet, et Faiza Gen qui est écrivaine aussi. Bah alors après, ça, c'est par exemple Faiza, c'est une amie, donc on a pensé à elle parce qu'en plus, on avait vu que dans le film de Yamina Benguigui, Sœur, elle avait fabriqué un accent algérien et qui fonctionnait très bien. Après, c'était aussi une volonté de mélanger, même dans l'équipe des comédiens, des parcours très différents. Rachida Brakni, Léonie Simaga viennent de la comédie française. Gilbert Melki vient des gros succès de comédie populaire. Anaïd vient d'Instagram et avait fait du théâtre. Elle a fait une école de théâtre. This Is, parce qu'on avait tellement envie de bosser avec lui et on trouve que son parcours est génial aussi. Bon, alors, du coup, on s'est inspiré il crée un personnage, il incarne un autre personnage. Parce qu'il incarne un rappeur qui n'a pas voulu faire de la soupe et qui a décidé d'être un stit. Bon, en l'occurrence, This Is, dans la vraie vie, a pris un virage magnifique musicalement. Il remplit les salles. Playel, c'est complet. Enfin, le personnage était déjà écrit comme ça à la base? Ouais, avant que This Is, même avant qu'on ait eu l'idée de This Is, on l'avait écrit comme ça. Et Tico, tu avais une question? C'était ça que je me demandais justement, si les personnages étaient déjà écrits et que vous avez pensé après à du coup tout ce beau monde, ou si vous avez pensé à eux et écrit les personnages en fonction. Alors, il y a que Rachida qui est vraiment prévue, elle était dans le projet depuis les prémices.
Moi, je l'avais rencontrée sur un jury. J'avais un vrai coup de cœur pour la femme qu'elle est. Et du coup, en commençant à vraiment mettre en place l'histoire, on s'est tout de suite dit, il faut que ce soit elle, Zaya. Et donc, on l'a sollicitée rapidement. On n'avait pas du tout fini d'écrire le scénario et elle a dit oui de suite. Donc, on a vraiment écrit en pensant à Rachida pour la directrice d'école. Et alors, pourquoi vous avez fait le choix d'axer le film sur ce duo-là, d'ailleurs, entre Zaya et Marion ? Après, j'ai l'impression qu'on axe sur plusieurs binômes quand même, parce que Mourad Boudaoud et Gilbert Melki sont aussi. beaucoup ensemble. Sébastien Chassagne et Raphaël Quenard forment un binôme aussi. On aimait bien le point de vue de Zaya, qui a une quarantaine d'années, comme Hakim et moi, qui a vraiment la vision de... Elle a connu une mixité sociale, elle est dans son quartier de naissance et elle y travaille. Et cette jeune qui arrive d'Auvergne, tout feu tout flamme, pas de la même génération du coup, plus jeune, avec plein de rêves et aussi d'illusions. Et on voulait que ça s'entrechoque un peu au début et qu'elles fassent ensemble après, quoi. Ouais, avec 2 visions différentes. J'imagine que du coup, voilà, les autres duos que vous aviez commencé à évoquer, c'était aussi pour créer cette dynamique-là. D'entrechoquement, oui, je pense. Bien sûr. Bah, au début, la brochette d'Instit s'entend pas forcément hyper bien. Ils ont pas du tout les mêmes désirs et les mêmes enjeux. Et puis petit à petit, ils vont faire corps ensemble. Parce que ce qu'on raconte, c'est le collectif, c'est comment un groupe peut faire ensemble et comment aujourd'hui, dans les services publics, c'est le groupe qui tient tout. En fait, c'est le collectif. Sinon, il y a plus rien. En fait, les mecs démissionnent. S'ils se retrouvent pas dans une équipe, il y a je sais pas combien de démissions par an. Ils en parlent pas. Mais voilà, c'était la force de ce collectif. Et ça, du coup, narrativement, on a besoin qu'au début, ça accroche et puis que petit à petit, tous ces gens différents font ensemble. Bon, par contre, au début, Raphaël Quenard et Sébastien Chassagne, ils jouent à King of Tokyo. Ça se joue pas du tout comme ça, hein. Je sais. On a complètement flingué le jeu. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est obligé, en fait. Pour des histoires de droit, et c'est vrai que là j'ai plein de potes qui m'ont dit c'est n'importe quoi, mais en même temps ils le font tellement bien, ils le font bien, on y croirait. Peut-être qu'on va changer les règles maintenant, on va jouer comme ça, peut-être que ça va être une sorte de jeu bis avec de nouvelles règles. Parce qu'on rigole pas sur ça chez Radio Campus Montpellier, une émission aussi sur les jeux de société, donc on fait très attention. Ah, d'accord, donc là effectivement, on assume complètement ce côté pas réaliste, on est d'accord. On était obligés. Et à la musique, on retrouve Yuksek aussi. Pourquoi avoir choisi donc ce compositeur-là ? J'imagine que c'est aussi avec les liens du coup avec Toledano et Nakash là aussi. Oui, c'est vrai, maintenant que vous le dites, en fait, j'avais pas fait le rapprochement. Il fait la musique En Thérapie. Bien sûr, mais on aime beaucoup ce qu'il fait, en fait. Au-delà d'En Thérapie, il avait commencé, il fait pas mal de musique de film depuis un petit moment. Enfin, c'est un mec incroyable musicalement. Et voilà, on se connaissait pas, donc c'était un enjeu important pour nous. C'est la première fois qu'on collaborait en amont, avant le montage, avec un musicien. D'accord. Et il est un compositeur et il a été exceptionnel. C'est-à-dire que trouver le ton doux, amer, c'est-à-dire joyeux, plein d'élan et en même temps mitigé, parce que le film, c'est aussi ce que ça raconte. Je trouve qu'il a vraiment mis le doigt sur ce qu'il fallait pour le film et il est incroyable. Et DC's a composé un son exprès pour le générique de fin. En incarnant le personnage, on lui a demandé de composer ce que Fabrice aurait composé, quoi. Et moi, j'adore ce son, hein. Clairement, j'adore. Bon, il est un peu années 90, mais moi, j'adore ce son. Et vous avez remarqué, du coup, j'imagine, une différence entre la production de vos premiers films et là, celui-là qui était vraiment produit par Hauecourt, tout ça. C'est quoi les différences, en fait, que vous avez ressenties ? C'est plus long parce qu'il y a plus d'exigences avec l'écriture. Donc, c'est comme on sait qu'il y aura une économie derrière, il y aura un financement, il faut être au taquet sur l'écriture. Nous, on a beaucoup été aidés par les télés et la région Île-de-France. Ça, c'était hyper important pour nous. Je dirais que, du coup, en fait, comme Hakim produisait tous nos films, là, c'est la première fois qu'on avait un regard extérieur et que ça, c'est pas mal parce que ça permet de faire du tri et de se remettre en question régulièrement, même si c'est pas confort, mais c'est le travail. Donc, c'est ça que j'ai remarqué. Après, honnêtement, on a vraiment fait ce qu'on a voulu, quoi. En choix de comédiens, en lieu de tournage, en histoire. C'est pas un happy end et ça, on le savait dès le début et jamais on nous a dit il faut que ce soit un happy end. Ouais. Donc ça, c'était hyper important pour nous. Cette liberté, on a fait ce qu'on a voulu, quoi. Antoine, t'avais une question ? Justement, moi je voulais revenir sur la fin parce que du coup on est un peu frustré de cette fin.
Est-ce que c'est un constat qui se fait dans les grandes villes? Est-ce que ça arrive partout? Ces écoles n'arrivent plus à attirer des élèves, des blonds, entre guillemets? Bah, je pense que c'est le cœur de la gentrification. Il y en a certains qui vont jouer le jeu, il y en a qui ont peur pour leurs enfants et comme les programmes immobiliers vont complètement dans ce sens-là, on n'a pas inventé, hein, plein de municipalités magouillent un peu la carte scolaire, la redessinent pour rassurer les nouveaux habitants. Donc c'est clairement, c'est une forme de ghettoisation de l'espace en tout cas. Donc ouais, avec Hakim, on est hyper optimiste sur ce que le collectif est capable de faire et sur les gens. On est assez pessimiste quand il s'agit de l'éducation des enfants parce qu'il y a une sorte d'obsession là aujourd'hui il faut que mon enfant réussisse, il faut qu'il soit dans la meilleure école et du coup ça crée quand même des espaces hyper contrastés quoi en fréquentation et enfin les classes sociales sont plus du tout mélangées. Là c'est en tout cas en région parisienne c'est le cas. Pour aller à Marseille régulièrement j'ai l'impression que c'est le cas. C'est compliqué donc on dirait que ça creuse vachement le fossé entre les gens quand même. Tico. Oui, du coup, moi j'ai vu le film avec une amie à moi qui a fait une grande partie de sa scolarité à Drancy et du coup elle a été direct frappée par du coup ce réalisme dans le film. Elle reconnaissait beaucoup le manque de moyens que ces écoles ont pu avoir au cours de sa scolarité. Et du coup, je me suis demandé en fait à qui est-ce que ce film était destiné parce que c'est une réalité que du coup ceux qui la côtoient tous les jours connaissent vraiment, mais ceux qui habitent dans des endroits qui sont moins frappés par la gentrification sont peut-être moins au courant de ça. Donc qui serait la cible idéale du film? Alors c'est possible. Moi j'ai envie de dire, j'ai l'impression en tout cas tous les territoires où il y a une grande ville et des quartiers tout autour. Après, je sais pas, je me dis aussi, peut-être que dans les milieux ruraux, c'est assez différent, mais dès lors qu'on commence à s'approcher d'une ville un peu importante, du coup, il y a des écoles privées, du coup, il y a des écoles publiques différentes. Et là, je parle de villes de 20 000 habitants. Hein. J'ai des exemples de villes de 20 000 habitants où, clairement, il y a des écoles où les parents n'ont pas envie de mettre leurs enfants. Du coup, ils se font domicilier ailleurs, etc. Peut-être qu'en milieu rural, c'est beaucoup plus simple, du coup, parce qu'il y a un collège. Mais je pense que dès qu'on arrive à 20 000 habitants, les gens sont concernés, je pense. Après, nous, on s'adresse, comme je le disais tout à l'heure, aux gens qui sont là depuis longtemps et qui voient leur territoire se transformer. Et donc, par exemple, là, on parle beaucoup du Grand Paris, mais Montpellier est en grande transformation aussi. Moi, j'ai des potes qui sont pas très loin de Montpellier où en 5 ans, ils ont vu la population mais multipliée par je ne sais pas combien. Donc ça a des conséquences. Ça peut être super, mais il y a des conséquences pour les gens qui sont là depuis longtemps. Et comment on gère politiquement cette nouvelle présentation du territoire et cette nouvelle organisation, quoi. Comment ça se crée et comment on fait pour que les passerelles soient maintenues entre les gens et que ça ne soit pas des îlots d'entre-soi qui du coup, quel est l'intérêt des gens qui accueillent sur le territoire d'autres gens s'il n'y a jamais de passerelle en fait? Ouais. Et le but là de votre film, c'est quoi? C'est de poser ces questions ou c'est plutôt essayer d'y répondre avec par exemple cette cour des miracles là, avec ce qui se passe dans l'école? Nous, on n'apporte pas de solution. J'ai pas un salaire de ministre de l'Éducation nationale. Donc, humblement, déjà, on fait des films et c'est déjà, je peux vous dire, un combat en soi parce que c'est pas facile de monter un long métrage aujourd'hui. Nous, on raconte en fait. Nous, ça, c'est un mélange de colère et d'injustice et en même temps une envie de rire de plein de situations. Donc tout ça, on l'a mis sur le papier et en vidéo, en cinoche. Mais après, on n'a pas de solution. C'est-à-dire qu'ils font une école verte parce que c'est le projet commun. Après, on ne dit pas que c'est la solution. La solution, ce serait déjà d'avoir un budget à l'éducation nationale honorable et qui soit mieux réparti ou organisé. Enfin, là, c'est quand même le bateau est en train de couler. Enfin, je sais pas. En tout cas, il faut que les mecs planchent sur la question et les nanas. Mais nous c'est l'idée déjà de parler de ça, le fait d'aller dans plein de débats partout en France. À chaque fois, les gens restent au débat et on a des échanges hyper intéressants. Donc ça, aujourd'hui, en France, est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'une salle de cinéma avec débat pour parler avec des gens qu'on ne connaît pas et échanger? Moi, j'adore ces moments-là, quoi. Parce que c'est des vrais endroits d'échange. Il n'y a plus tellement d'endroits d'échange aujourd'hui. Je trouve que c'est précieux de garder ça, quoi. Ouais, et votre film s'y prête bien, d'ailleurs. Selon vous, est-ce que le cinéma français représente bien la banlieue dans sa diversité? Ce vers quoi tend votre film, d'ailleurs? Bah non, je pense pas. Après, il y a des films
il y en a quelques-uns qui le font, mais il y en a plein. D'ailleurs, nous, notre film, La Cour des Miracles, il y a plein de gens qui disent encore un film sur la banlieue, c'est bon, ça saoule, alors qu'ils l'ont pas vu, en fait. Mais le problème, c'est que les gens sont déjà avec un imaginaire de film qui saoule, c'est-à-dire ou trop dramatique, ou c'est tout le temps les mêmes rôles, ou alors très spectaculaire, avec le fantasme dingue d'une banlieue qui explose de partout. Vous parlez d'Athéna Hein? Vous parlez d'Athéna? Non, je l'ai pas vu, mais on a parlé, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas encore vu, mais je vais le regarder. Ouais. Et après, je pense que la banlieue, c'est un décor et on peut y faire ce qu'on veut. Si on a envie de faire des chars d'assaut, on a le droit. Mais à partir du moment où c'est dans un ton réaliste, je pense qu'il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Et c'est ce que je disais au début de l'interview. Après, c'est un terrain qui attire pas mal, parce que, mais je veux dire, on peut faire une histoire d'amour en banlieue. C'est un couple qui se retrouve, qui tombe amoureux. Enfin, nous, on a décidé de passer par le prisme de l'école. Mais je veux dire, je pense qu'il y a un gros travail, et notamment dans les représentations. Là, j'avais vu un film, je ne sais plus le titre, donc je vais me perdre, mais par exemple, voir un père de famille d'origine maghrébine, juste il est père de famille en fait. Ça, c'était dans le film, c'était La Vraie Famille, j'avais adoré ce film. Ça fait du bien en fait, c'est-à-dire c'est pas on va pas aller dans alors est-ce qu'il est musulman, est-ce que non en fait il est père de famille quoi, et c'est là où on commencera à avancer, je pense. Très bien. C'est hyper important, et du coup la banlieue c'est quand même souvent avec des archétypes pénibles quoi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet de long métrage, ou vous êtes vraiment concentré là sur ces heureusement on a d'autres projets, parce que sinon si on attend les chiffres tous les jours on devient dingue. Donc non on a un autre projet, on a déjà bien avancé. Et qui tournerait toujours autour de ces thématiques-là, ou on serait plus, je pense qu'on traitera inlassablement des questions de différence de classe sociale, je pense qu'on adore ça, mais on passera à travers une histoire d'amour, je pense, une sorte de trio, une histoire d'amour avec un fond d'arnaque derrière, un couple qui fait pas mal d'arnaques. Hâte de suivre ça du coup. Est-ce que vous avez encore une question autour de la table? Non, moi c'est bon. Non, moi c'est bon aussi. Bon, alors on va terminer avec la question avec laquelle on termine toujours dans The Cinema Show. Vu qu'on parle d'actualité cinéma, comme votre film, c'est quoi vous le dernier film au cinéma ou même à la maison que vous avez découvert et qui vous a marqué? La Vraie Famille. Ouais. Le film. Il m'a vachement marqué. Fabien Gorjard. Ouais. La Vraie Famille. Ouais, j'ai adoré. J'ai beaucoup pleuré, en même temps il y a plein de force dans ce film, il est incroyable ce film, un jeu de comédien dingue, des enfants qui jouent à merveille, et un sujet jamais traité, donc vraiment gros coup de cœur, c'était il y a quelques mois, gros coup de cœur. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé là sur votre film, mais c'est juste comme ça rapidement, c'était compliqué la gestion aussi des enfants, tout ça. Je sais que vous aviez fait par exemple un court-métrage Master of the Class, donc vous deviez avoir eu l'habitude, mais c'est... Ouais. Comment on ça avait se passe, fait Molly travail aussi avec 3 enfants, donc on connaît bien les enfants sur le plateau. Là, c'était pas évident parce qu'ils étaient très nombreux. Donc c'était plus en termes chorégraphiques et ne pas avoir de regard caméra. Là, c'était la grosse difficulté. Mais ça a été. Bon, super. Alors pour rappel, votre long métrage coralisé avec Hakim Zouani, du coup La Cour des Miracles, est toujours en salle. On invite donc nos auditeurs et auditrices à aller le découvrir. Merci beaucoup, j'espère que bonne continuation à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Can she be late for her cinema show?